Salut Phil, tu dois être content. On a appris pour ZeniMax, Bethesda ID Software, tu dois être vachement heureux, hein. C'est un grand deal pour Xbox, hein. Moi, tu me connais, Jeff, je suis tranquille avec ça. On va pas faire tout un plat de cette affaire. C'est une bonne chose. Les caméras sont coupées à droite, à gauche, là c'est bon. Yeah. Ah. Bonjour les amis, alors dans cette vidéo on va parler de pas mal de sujets. On va parler bien entendu de Bethesda, ZeniMax, le mariage avec Microsoft, plutôt la paternité je dirais de Microsoft sur ZeniMax. On va parler de ce que ça va amener potentiellement. On va parler aussi de jeux, et oui de peut-être des surprises qu'il va y avoir dans le Game Pass cette année en 2021 côté Xbox. On va parler aussi de Samsung Neo QLED, vous savez les mini LED. Car on a eu certaines surprises dans les premiers tests, en particulier certaines surprises qui ne sont pas très bonnes, et je vais vous les révéler. Alors la première chose, c'est qu'apparemment, il y a eu plusieurs échos comme quoi, effectivement, il y aurait des jeux qui vont arriver, des jeux qui n'étaient pas prévus et qui vont arriver potentiellement dans le Game Pass, ce qui est une très bonne nouvelle pour les possesseurs du Game Pass comme moi. Et en particulier, on parle d'un jeu, un jeu que j'ai fait dans sa version 4, c'est Forza Horizon 4, que j'ai adoré, hein. C'est un jeu qui m'a surpris. Je ne connaissais pas beaucoup l'univers de Xbox, vous le savez pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'étais plutôt PlayStation, et c'est vrai que Forza m'a beaucoup surpris, et de façon agréable. Et bien la version 5 pourrait très bien arriver cette année, en 2021, ce qui serait une bonne chose pour le Game Pass, pour la Xbox Series X et S en l'occurrence, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu de nouveautés, et de nouveautés next-gen. C'est un peu le problème côté Xbox, ce n'est pas le seul problème. La PlayStation, PS5, il y a quelques nouveautés aussi, il y en a plus entre guillemets, hein, il faut être très honnête, mais c'est vrai que ça manque aussi un peu de nouveautés, et la Xbox Series X, elle manque énormément de nouveautés, et ce serait très bien qu'on ait un Forza qui arrive, et ce ne serait pas le seul jeu. Alors on verra, mais c'est plutôt une bonne surprise, et donc j'attends avec impatience plus de précision là-dessus, et pourquoi pas plus de surprises. Côté Bethesda, ZeniMax, ben oui, voilà, donc j'avais annoncé effectivement, j'ai eu plusieurs vidéos où j'ai dit je pouvais craindre que l'Europe s'oppose, bien que je n'étais pas convaincu de ça, je vais expliquer pourquoi. Par contre, je craignais beaucoup de l'action classe, vous savez, l'action classe contre Bethesda, que ça bloque ou que ça retarde l'intégration de ZeniMax au sein des studios Xbox de chez Microsoft. Alors, sous la division Volt, je précise. Eh bien, l'Europe ainsi que les États-Unis ont donné leur feu vert, et donc Microsoft a bien acquis ZeniMax et tous ses studios, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Game Pass comme moi. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a eu en plus des prises de parole de Phil Spencer, enfin un petit communiqué pour l'instant de Phil Spencer. Il y aura peut-être une prise de parole entre guillemets jeudi, on va voir si c'est vrai, hein. Jeudi, il est possible qu'il y ait une prise de parole un peu plus importante pour parler de ce futur entre ZeniMax et Microsoft dans les studios Xbox, Volt, mais bon, c'est la même chose. Et donc, qu'est-ce que dit Phil Spencer? Il dit clairement que oui, tous les jeux, Bethesda, ZeniMax et tout ce qu'il y a dessous, intégreront Day One finalement le Game Pass. Voilà, il est à fond dans cette stratégie, hein, Phil Spencer. Il veut que le Game Pass réussisse, plus que la Xbox Series X, je dirais, plus que la Xbox Series S. Il veut que le Game Pass réussisse, parce que Game Pass, c'est aussi PC. Il veut que son système d'abonnement réussisse, et que beaucoup de monde vienne y adhérer. Et comment il va faire? Eh bien, c'est la suite de sa petite phrase. Il dit que certains jeux, Bethesda, ZeniMax, peut-être ID Software, enfin tous les studios de ZeniMax seront des exclusivités Game Pass. Et donc si vous voulez y jouer, vous devrez avoir le Game Pass. En l'occurrence, même ça va plus loin que simplement Xbox ou Volt, ça veut dire le Game Pass. Ce sera peut-être uniquement, en tout cas au début, combien de temps on verra, mais peut-être définitivement, sous le Game Pass. Si vous n'avez pas le Game Pass, vous ne pourrez pas y jouer. Ça change beaucoup de choses. En effet, il faut savoir que certains possesseurs de Xbox n'ont pas le Game Pass. Ils ont la machine, ils ont des disques physiques, ils vont acheter peut-être d'occasion d'ailleurs, chez Micromania ou ailleurs, et donc ils n'ont pas le Game Pass parce qu'ils considèrent qu'ils n'en ont pas besoin. Eh bien, si demain vous voulez jouer à Elder Scrolls 6 par exemple, pourquoi pas à Starfield, pourquoi pas à Fallout 5, imaginons, eh bien vous devrez peut-être avoir le Game Pass. C'est là l'interrogation qu'on peut se poser. Donc vous voyez, la stratégie peut être multiple, hein. Alors il peut y avoir aussi des exclusivités temporaires. Quels jeux d'ailleurs seront en exclusivité? C'est peut-être cela, c'est peut-être d'autres. Ça dépend ce que veut faire Phil Spencer, mais je pense qu'effectivement, s'il veut frapper fort,
parce qu'ils en ont les moyens financiers hein, aujourd'hui, effectivement, et puis parce que, évidemment, il y a quand même beaucoup de joueurs sous le Game Pass déjà actuellement, il y en aura beaucoup plus demain, et donc potentiellement ça peut rapporter beaucoup plus en faisant venir des joueurs à nouveau sur le Game Pass qui prendront l'abonnement, et bien il peut mettre des exclusivités comme sur Elder Scrolls 6, comme sur Starfield, comme sur le nouveau Doom, et comme sur Fallout par exemple, et les laisser exclusives au Game Pass, ce qui ferait que pas mal de monde, je pense, s'inscrirait au Game Pass. Sur PC, pas forcé d'avoir la Xbox, ou alors sur une Xbox X Series S ou Series X. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire quelle stratégie il va adopter selon vous. Moi je pense qu'effectivement il peut peut-être durcir le temps, entre guillemets, hein. C'est-à-dire dire voilà, vous voulez ces jeux-là, eh bien ce sera le Game Pass. Reste l'affaire de l'action classe contre Bethesda, vous savez, cette affaire-là, qui traîne encore, et donc si j'étais Microsoft pour régler définitivement le problème, je demanderais à Bethesda tout simplement d'ouvrir le Creation Club à tous ceux qui ont pris un Season Pass par exemple, et puis voilà, ça veut dire que j'aimerais quand même me débarrasser de cette affaire, parce que même si Bethesda, ZeniMax a intégré la filiale Volt, ce n'est pas sûr qu'il n'y ait pas quand même des poursuites judiciaires qui soient à l'encontre de Bethesda et que ça se poursuive encore quelques années. Donc il vaudrait mieux régler le problème rapidement pour éclaircir cette affaire, la nettoyer et qu'on commence sur un bon pied entre Bethesda, ZeniMax et Microsoft. Et parlons maintenant de Samsung. Eh oui, Samsung, les tricheurs ou pas? Ben oui, pourquoi j'ai mis ce titre-là qui est surprenant? Parce que je suis un peu déçu de ce que j'ai vu, des premiers tests que j'ai vus du QN90A ou QN95A, ça dépend de la dénomination, qui sont, je vous rappelle, les nouveaux mini LED Samsung plutôt haut de gamme LCD. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on voit dans ces tests? En défaveur finalement, puisque c'est comparatif au OLED, bien entendu, hein, on va comparer le Samsung Mini LED au OLED pour voir s'ils ont les mêmes noirs profonds. Je vous rappelle qu'il y a 792 zones de local dimming sur le Samsung en l'occurrence, c'est-à-dire 792 zones rétroéclairage séparées, ce qui permettrait quand même vraiment de découper tout ce qui est zone éclairage fort par rapport au noir absolu théorique de façon un peu plus fine qu'un LCD classique. Mais pas comme le OLED, je le rappelle, où c'est chaque pixel qui peut s'illuminer ou s'éteindre totalement. Et donc ces comparatifs ont commencé à tomber, et effectivement il y a quelques problèmes, quelques soucis. Donc le premier problème, c'est déjà la colorométrie, c'est-à-dire qu'il y a des rouges qui ne sont pas vraiment rouges. Voilà, j'ai été étonné, hein, ils sont plutôt roses. Et ça vient en fait du fait, c'est lié au deuxième problème pour moi, qui a été souligné d'ailleurs dans les vidéos. Il y a une espèce de saturation d'éclairage qui, je vous rappelle, les pics de luminosité sont plus importants, bien entendu, sur le mini LED, bien plus importants que sur le OLED, mais on dirait qu'ils en ont un peu abusé parce que ça, excusez-moi le terme, ça crame l'image carrément. Et donc, d'après moi, là, c'est juste des problèmes de réglage. C'est pas un problème de téléviseur, c'est le réglage de base, on va dire, et pas terrible. Ça arrive souvent hein, sur les téléviseurs, sur les débuts de gamme d'ailleurs, où il se manque un peu sur les réglages de base et on doit rectifier nous-mêmes les réglages. Donc ça m'inquiète pas trop. Non, le problème n'est pas là. Le problème est plus grave pour moi. Le problème, c'est dans l'algorithme carrément qu'a utilisé Samsung pour ses mini LED. Parce que là, vous voyez sur les images que je présente, alors je mettrai le lien de la vidéo, bien entendu, de l'auteur en description, n'hésitez pas à aller la voir. Mais vous voyez clairement, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites, et c'est toujours la même chose, hein, je précise, il n'y a pas que celle-là, donc c'est plutôt vérifié. Visiblement, il y a un algorithme, on va dire dans le processeur de Samsung, qui fait que si vous avez un seul point lumineux, vous voyez, comme une étoile ou des choses comme ça, eh bien, il ne l'affiche pas, ou ne les affiche pas toutes. Et pourquoi il ferait ça? Eh bien, il ferait ça, je ne sais pas d'ailleurs, mais apparemment, ce serait peut-être pour avoir des noirs profonds. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un point lumineux au milieu d'une zone local dimming, eh bien oui, si vous l'allumez en plein milieu, ça risque de baver. C'est l'effet blooming qu'on veut éviter pour s'approcher au plus près du OLED. Et visiblement, Samsung, alors je ne sais pas si c'est normal, mais leur algorithme fait que il y a plein de points lumineux, vous voyez, qui n'apparaissent pas sur l'écran, alors que du côté OLED, bien entendu, aucun problème de ce côté-là. Et donc c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a des détails qui disparaissent carrément du film que vous allez regarder, ou de la série que vous allez regarder, ou peut-être même du jeu que vous allez jouer. Et ça, c'est absolument anormal. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que là, franchement, il y a un gros problème. Donc, je veux dire, soit il y a un patch correctif, soit il y a des problèmes parce que sur ces pré-séries, on va dire, qui ont été lancées et donc ils vont corriger, soit ils ont fait quelque chose de pas tout à fait correct, Samsung, et je m'en étonne fortement.
Alors on verra, on va voir ce que ça va donner également du côté de LG, mini LED, qui vont arriver bientôt. J'espère qu'on aura un bon comparatif. Et surtout TCL bien entendu, bon avec ces 0 LED qui sont assez chers, mais aussi surtout avec le 825. 825 qui va remplacer, je vous rappelle, la gamme 815 de chez TCL. Gamme 815 qui pour le 55 pouces coûtait 900 € et pour le 65 pouces coûtait 1200 €, donc assez accessible. Et elle se transforme maintenant en mini LED. Avant c'était une dalle LCD classique, je vous rappelle, 120 Hz et bien sûr tout ce qu'il faut pour le gaming. Donc avec mini LED on verra, alors il n'y aura sûrement pas autant de zones que même le Samsung, il y aura peut-être 200, 300, 400 zones, on verra combien ils vont faire de zones, mais c'est quand même assez intéressant à ce prix là, 900 € un 55 pouces gaming 120 Hz mini LED. J'attends de voir les résultats. Je sais par contre que pour les modèles 2020 mini LED, par exemple le X10 ou le R635 dont j'ai parlé, il n'y avait pas d'éléments qui disparaissaient de l'écran. Il y avait du blooming qui apparaissait entre guillemets, oui, il y avait encore du blooming bien entendu, puisque même s'il y a plus de zones, ça n'est pas comme du OLED, ce n'est pas chaque pixel qui est contrôlé. Mais il n'y avait pas d'éléments qui disparaissaient comme ça arrive sur le Samsung Neo, ce qui est très surprenant. Voilà, j'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.